Bonjour et bienvenue au podcast La tête dans les poubelles. Ce matin, je reçois Audrey Laliberté, coordonnatrice pour l'organisme La Vague. Nous discuterons du projet La Tasse et la Boîte, des solutions éco-responsables pour les restaurateurs. Bonne écoute! Bon matin, bienvenue au podcast La tête dans les poubelles, le podcast dans lequel on jase environnement, mode de vie, zéro déchet, économie, politique. Vous êtes les bienvenus à poser vos questions au cours de ce podcast qui se fait en direct sur Twitch. La rediffusion sera offerte sur Spotify et bien sûr en format vidéo sur YouTube. Donc, notre invitée ce matin, Audrey Laliberté, coordonnatrice chez La Vague, un organisme qui s'occupe des restaurateurs, des cafés, avec ses projets, disons, de contenants réutilisables, donc des projets de réduction à la source. Bon matin, Audrey, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Super. Hey Audrey, moi j'ai plein de questions. J'ai une belle feuille ici, il y a plein de questions dessus. On a eu l'occasion, moi et Aurore, qui est coordonnatrice également chez La Vague, de travailler ensemble de façon assez régulière. Notamment, on aura l'occasion d'en parler, donc avec le circuit zéro déchet, La Vague, on avait sensiblement une même mission. Mais aujourd'hui, on veut vraiment s'attarder principalement au projet de La Vague. Donc, moi, je veux en apprendre plus sur ton projet La Vague. Je veux savoir, c'est quoi La Vague exactement? Oui, en fait, la Vague, c'est un OBNL qui a pour objectif d'éduquer, de faire de la recherche dans le milieu de la restauration pour rendre ce milieu-là plus éco-responsable. Donc, c'est comme ça qu'on est né. On voulait vraiment, c'est des baristas, des propriétaires de café, puis des citoyens qui se sont rassemblés ensemble, qui se sont dit comme, OK, on veut vraiment rendre notre milieu plus éco-responsable, puis comment on peut entamer une discussion ensemble. Puis c'est de là qu'est née La Vague. Au fond, est-ce que La Vague, elle a démarré avec le collectif citoyen qui avait été créé il y a quelques années ou c'est complètement un projet à part, là? Le collectif citoyen, c'est-à-dire. Il y a un collectif citoyen qui avait été créé il y a environ, mon Dieu, ça va déjà faire presque 5 ans et c'est de là qu'est sortie l'Association québécoise zéro déchet, le Circuit zéro déchet, Coopérative Insta, La Vague. C'est pour ça que je voulais savoir, est-ce que La Vague, ça vient de là? Est-ce que c'est de là ou c'est vraiment complètement un autre projet qui a popé à la suite du mouvement zéro déchet puis de sa mise Ouais, en place? La Vague est née comme fin 2018, début 2019. En fait, c'est une citoyenne qui se promenait dans les cafés, puis elle allait voir les propriétaires de café pour leur dire comme Hey, la gang, on devrait se rassembler ensemble, puis commencer une discussion pour rendre le milieu de la restauration plus éco-responsable, puis le milieu des cafés. Donc, c'est comme ça que la Vague est née. C'est vraiment une citoyenne qui a comme rassemblé plusieurs propriétaires de café, puis à la suite de cette discussion-là, est née la Vague. Ah, OK. Non, c'est ça qui est intéressant. Fait que c'est vraiment, on parle d'un mouvement citoyen. Moi, ce que je Ouais. trouve le fun avec la plupart des trucs, c'est que souvent, dans tout ce qui a lien avec l'éco-responsabilité, on dit aux gens, on parle aux gens de faire des actions qui sont individuelles principalement, mais on a aussi vraiment la mentalité de dire, écoute, c'est correct les mouvements individuaux, ça se dit pas, je pense, individuels. Par contre, c'est vraiment quand on se rassemble, qu'on se coordonne, que là, on réussit à avoir vraiment un impact, comme ça a été le cas là, pour votre projet La Tasse, entre autres, qui est un de vos bébés. Oui, la tasse, en fait, c'est ce que, même à la Vague, la majorité des gens nous connaissent plus sous le projet La Tasse que la Vague. Parce qu'en fond, il faut savoir que la tasse, elle existait un petit peu avant la Vague. D'accord. Donc, c'est comme en 2019 qu'il y a des propriétaires de café dans le quartier du Villeray à Montréal qui se sont dit comme Hey, on voudrait avoir une tasse consignée, mais on a besoin d'aide, là. Fait que, dans le fond, ils ont été voir l'écoquartier à Villeray pour avoir justement de l'aide. Puis là, de fil en aiguille, ils ont créé un projet pilote. Fait qu'il y a à peu près une dizaine de commerçants qui se sont joints, puis ils ont commencé à tester le concept de la tasse. Puis, en 2019, là, on a lancé le projet La Tasse à travers le Québec, en même temps qu'on a créé l'OBNL, puis on s'est comme fusionné ensemble. Donc, il y avait comme la gang qui avait un peu l'idée du projet La Tasse. OK. Puis, de l'autre côté, la citoyenne qui a rassemblé plusieurs propriétaires de café, puis se sont tous mis ensemble pour finalement créer l'OBNL La Vague. Puis là, le projet La Tasse est à l'intérieur de La Vague. Parce que la vague, c'est vraiment une OSBL. Fait que de ce que je comprends, vous avez la possibilité de recevoir des subventions, vous avez la possibilité de recevoir également une certaine forme d'aide gouvernementale, justement, parce que vous êtes un organisme à but non lucratif. Comment qu'on se finance quand on a un projet comme ça? Parce que le projet de la tasse, entre autres, c'est un projet qui nécessite la conception de produits de masse pour Ouais. pouvoir justement être distribué à travers des cafés. Là, dans votre cas, c'est des cafés, mais il y a aussi des restaurateurs qui utilisent la tasse. Donc, Ouais. comment ça fonctionne pour aller chercher du financement puis des trucs comme ça pour ce genre de projet-là?
Oui, ben avec la tasse qu'on a faite, on est parti en campagne de sociofinancement en 2019. OK, fait Donc, que c'est c'est comme ça récent. qu'on a pu se financer. C'est ça, on a parti une campagne de 50 000 qu'on a atteint. C'était quand même un gros C'est un gros montant. chiffre. Ouais. Fait que c'est en partie de cette façon-là qu'on a pu démarrer notre projet, puis qu'on a pu. C'est notre premier financement, c'était du sociofinancement, là. Fait que c'était socio-financement. Vous avez probablement passé par la ruche ou un truc comme Oui. ça? Ouais, Parce que les gens, si vous savez pas, dans le chat ou ceux qui vont nous écouter, la ruche, présentement, sont en campagne pour ceux qui ont des projets éco-responsables. Fait qu'il y a deux volets. Il y a projet de nouvelle entreprise, puis il y a projet d'un agrandissement d'entreprise ou d'une nouvelle conception. Puis je crois qu'en plus du 50 000 ou de votre objectif, il double la somme présentement. Donc, c'est quand même intéressant si vous avez un projet éco-responsable de le soumettre à la ruche, un peu comme le fait la vague, parce que justement, les projets éco-responsables présentement, ils veulent les mettre de l'avant, donc ils vont aller chercher plus de financement. Fait que ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant, puis je pense que c'est une initiative qui est québécoise aussi, si je me trompe ouais. pas, là. Moi, je veux savoir aussi, bon, c'est quoi les plus gros défis? Hein? Là, on parle, on a là, cette campagne de sociofinancement, vous avez réussi à atteindre votre objectif de 50 000 mais là, après ça, moi, je trouve ça fascinant parce que là, on crée un produit en plastique. Fait que là, je sais que vous avez eu des petites foudres de certaines personnes parce que c'était en plastique, c'était pas en verre. Mais pourquoi ce Ouais. défi-là de choisir le bon matériau pour s'assurer vraiment que l'analyse du cycle complet, parce que vous avez fait le tour, là. Ah oui. Explique-moi, vas-y. Oui, ben en fait, là, tu sais, toutes les décisions qu'on a prises dans la conception de la tasse, ça a été vraiment réfléchi dans une optique d'éco-responsabilité puis qu'on est un produit socialement responsable. Fait que même si c'est en plastique, là, tu sais, parfois on a comme l'impression que si c'est en bois ou en verre, que c'est plus écologique, là, mais pas nécessairement, non. Non, c'est ça. Fait que, en fait, c'est ça, avec une analyse de cycle de vie, parce que justement, à l'époque, Aurore, la cofondatrice, faisait son mémoire justement sur la tasse, puis elle s'est spécialisée justement dans la gestion des matières résiduelles puis en économie circulaire. Fait qu'avec une analyse de cycle de vie du CIRAG, on a pu analyser les matières qui étaient le plus éco-responsables, puis aussi qui répondaient à nos enjeux locaux. Parce que oui, peut-être que le verre, en quelque part d'autre dans le monde, c'est une matière qui serait logique à utiliser pour une tasse consignée parce que, bon, il est recyclable, etc., ou qui est l'approvisionnement local. Mais au Québec, c'est ça, dans nos enjeux locaux, c'était le plastique en Propylopropylène. Ouais. C'est un mot difficile. Essayez ça à la maison. Propylopylène. Quelque chose de même. J'ai de la misère Comme à le dire, ça, mon aussi. numéro 5. Plastique numéro 5. Voilà. Donc, c'était lui qui représentait l'impact la moins grande là, sur l'environnement. En plus, il faut savoir que le plastique est super résistant. Fait que, si on y allait avec un verre, ça serait moins résistant. Fait que là, on se dit, OK, ben là, les chances que les gens les cassent. Fait que là, finalement, si on a besoin d'utiliser un certain nombre de fois la tasse pour que son empreinte environnementale soit moins grande qu'un gobelet jetable. Donc, c'est pour ça que si on y allait avec une matière en verre qui n'est justement pas acceptée, là, qui n'est pas recyclée au Québec encore, Adéquatement, oui. c'est ça. Donc, c'est pour ça que le plastique se représentait là, comme la meilleure option. Puis justement, mais si on avait été avec de l'acier du stainless steel, ben là, on aurait fallu utiliser la tasse encore plus longtemps, puis en plus, bon problème pour le recyclage, etc. Fait que finalement, c'était le plastique la meilleure option. Finalement, vous avez eu pas mal de... ça a été votre premier défi, c'est d'essayer de concevoir un produit qui allait être résistant, éco-responsable, accepté par la communauté éco-responsable aussi, accepté par les cafés. Vous avez eu beaucoup de critiques par rapport à tout ça ou finalement ça s'est bien fini? Ben, je pense qu'on a quand même on a réussi à bien défendre notre point, à bien expliquer nos choix. Puis, c'est sûr qu'encore, ben, des fois, la tasse ne fait pas l'unanimité. Il y a des gens qui la trouvent pas assez belle. Des gens Oh oui, les gens qui veulent avoir des affaires à toutes les saisons, là, pour que leur tasse soit automne, hiver, printemps, ils comprennent pas que le principe, c'est pas le pourquoi contenant, ce mais le bleu contenu. Ouais, c'est ça. Puis pourquoi le bleu, il est de ce, tu sais, comme, c'est un bleu bizarre, ou tu sais.
C'est sérieusement, ça fait partie de, ben, je suis pas étonnée, remarque, parce qu'en Oui. marketing, c'est vraiment un point important, la couleur. Mais vous avez sérieusement eu une réticence des restaurateurs et des cafés à cause de la couleur de votre projet? Ben oui, ben certains nous ont fait le commentaire comme genre ah, ben tu sais, comme moi, dans mon épicerie zéro déchet, c'est comme toute beige. Fait que là, la tasse, ça fit pas trop avec mon image de marque. Oh! Puis, tu sais, il y en a qui disent comme, OK, ouais, je sais que, tu sais, c'est comme, c'est pas de mon goût, mais tu sais, je vais l'apprendre pareil, la tasse. Tu sais, je comprends, tu sais, pour le projet, mais tu sais, fait qu'il y a certaines personnes qui ont des réticences. Mais sinon, les plus vrais commentaires là, qui étaient de la réticence, c'est plus la grandeur de la tasse. Certains la trouvent trop grande, certains la trouvent trop petite. Fait que ça dépend dans quelle région qu'on se trouve au Québec. Mhm. Ça dépend des. Fait que voilà, on peut pas plaire à tout le monde tout le Parce temps. que ça me fait penser justement, quand on parle d'intégration, puis là vous dites, voyons, c'est juste une tasse, gang, comment ça c'est compliqué de même? Ah non, c'est très compliqué les contenants réutilisables, puis l'usage des contenants réutilisables dans les commerces. Je vais vous donner l'exemple de Tim Hortons, par exemple, lorsque vous allez dans un Tim Hortons ou Tim Hortons, comme les gens de la Montérégie le disent, pas Montérégie, pardon, de la Mauricie le disent, parce que je suis de la Mauricie, je dis naguère, mais effectivement, quand tu vas dans un Starbucks, Tim Hortons, pour ne pas les nommer, ils ont des formats qui changent selon les promotions. Et quand on vient avec notre tasse réutilisable, ils se disent, ben, je ne peux pas prendre ta tasse réutilisable parce que je dois prendre un gobelet, le remplir, le verser finalement dans ta tasse parce que je ne dois pas dépasser la quantité requise. Et c'est d'ailleurs pour ces raisons-là que plusieurs commerçants actuellement refusent certains contenants ou certaines tasses à cause de ça. Donc, de ce que je comprends, c'est même le cas avec les commerces de quartier, pas juste dans les grandes bannières où c'est standardisé, là. Ouais, ben c'est beaucoup moins intense comme problème. Puis tu sais, c'est plus comme des demandes, comme les gens ont adhéré à la tasse, ils l'ont pris, puis c'est comme, ah ben là maintenant j'ai la tasse 12 onces, j'aimerais ça avoir une tasse pour des espressos ou une tasse plus grande pour faire des boissons froides, par exemple. Euh, Fait que c'est plus dans ce sens-là. C'est sûr qu'il y a des fois, il y a des gens qui refusent totalement, comme, ah, OK, bon, ben la tasse ne répond pas à mes besoins de. Moi, je fais juste servir des grands cafés, fait que je ne peux pas avoir la tasse. Mais c'est plus rare, là. OK. Fait que ça fait vraiment partie des défis que vous avez eus. Je voyais sur votre site Internet, vous avez une section blog dans laquelle on parle des fameux contenants compostables parce que présentement, la nouvelle mode, bannissons les pailles, la maison est en feu. Et là, les entreprises et les commerces se sont switchés vers les contenants compostables, pensant que c'est mieux. Est-ce que tu es capable de nous en parler un petit peu de ton opinion par rapport à ça? Mais pas juste de Ouais, ton ouais. opinion, des faits scientifiques qui sont sur le sujet, quoique j'en ai une petite idée, là. C'est ça. Ouais, ben en fait, c'est que encore là, il faut se ramener toujours à notre réalité locale. Peut-être qu'en quelque part dans le monde, le compostable se présente comme une alternative qui est quand même pas trop pire là, versus un gobelet de carton jetable régulier. Mais au Québec, il faut savoir que dans la majorité des municipalités, les centres de compostage et de biométhanisation ne sont pas en mesure de composter les Mhm. emballages. Oui, ils peuvent composter votre compost de maison, là, vos plures de fruits, par exemple, mais Ouais. pas des emballages compostables. Fait que qu'est-ce que ça fait à la fin de la journée? C'est que oui, on a eu un beau petit verre compostable qu'on a mis au compost, mais finalement, une fois après l'étape du tamisage là, dans les centres de compostage, ils vont juste tout mettre ça à la poubelle. Effectivement. Fait qu'on en revient au même problème. Puis en plus, le compostage, quand ça se retrouve à l'enfouissement, ça émet du méthane, qui est un gaz là, 21 fois plus puissant que le CO2. Fait Ouais. qu'on n'a vraiment pas résolu le problème, là. Puis ça me fascine, puis ça m'a toujours fasciné. Ben, je sais qu'on pourrait s'en aller là-dedans pendant des heures, mais ça m'a toujours fasciné de voir ça parce que j'ai vu plusieurs entreprises justement éco-responsables commencer à se tourner vers les contenants en plastique éco-responsables. Et quand RAD justement a fait vraiment fait un tournage là-dessus, un documentaire là-dessus, puis il explique tous ces contenants-là deviennent problématiques parce que, on ne peut malheureusement au Québec, il n'y a pas de standard au niveau du compostage, donc on ne peut pas les mettre dans le compostage. Et ça ne se recycle pas, donc ça devient problématique pour les centres de tri au Québec. Donc la solution, c'est la poubelle. Alors, non seulement le commerçant paye plus cher pour un contenant compostable, mais il vous le refile la facture au même moment. Donc, il n'y a personne qui est gagnant malheureusement là-dessus parce que des solutions existent, mais malheureusement en aval, hein, là-bas, à l'autre bout, quand c'est fini.
les solutions n'existent pas encore. Donc, voilà. C'est pour ça que la réutilisation devient une excellente solution. Et c'est pour ça, justement, que des projets comme la tasse existent. La réutilisation est devenue difficile. Hein, quand il y a eu la COVID, ben oui, justement, ça fait partie de nos questions. Hein? Niveau d'hygiène, salubrité, question qui est énormément, en tout cas, je pense que j'en ai fait de mon cheval de bataille durant les 7 dernières années pour prouver que le réutilisable, c'est hygiénique, salubre. Comment vous avez dû jongler avec ça, vous, durant la COVID? Oui, ben en fait, au début, ben là, tu sais, tout le monde avait peur. OK, bon, la COVID, c'est nouveau. On ne savait pas trop comment ça pouvait se propager, comment de temps que ça pouvait survivre sur une surface. Fait que là, tu sais, on était compréhensifs, même nous, on était un peu on était dans l'ombre, on ne savait pas trop ce qui se passait. Mais là, peu de temps après, ben, les rapports scientifiques qui ont sorti pour dire comme, ben non, la gang, tu sais, quand on met de la vaisselle dans un lave-vaisselle, on la sort, tous les virus sont tués. Tu sais, il faut se rappeler que, ben, par exemple, la gastro, ça existe encore. C'est pas pour autant qu'on a arrêté de prendre de la vaisselle réutilisable parce qu'il y a de la gastro. Exactement. T'sais, on la met au lave-vaisselle, puis c'est parti. Donc là, il y a eu cette partie-là que comme, OK, bon, ben finalement, les rapports scientifiques sont sortis, il n'y a pas de danger avec le réutilisable quand on le lave. Normalement, là, on fait toujours la même chose qu'on a fait depuis toujours. Puis là, après ça, ben là, il y a eu les fausses nouvelles qui ont commencé à circuler. Les Starbucks de ce monde, Tim Martin, qui ont comme fait Ah, ben, c'est interdit d'utiliser les tasses réutilisables. Oui. On ne peut pas les prendre, c'est dangereux, on ne peut pas faire ça. Là, ça ils ont affecté énormément. Eux, là, quand ils ont décidé de se retirer, de retirer l'usage du réutilisable, ils ont fait énormément mal au mouvement du réutilisable pour ceux qui avaient embarqué dans le mouvement. Là. Vraiment, puis en plus, vu que c'est comme des grandes chaînes qui ont quand même comme une notoriété importante, puis tu sais, ils laissaient comme entendre qu'il y avait une entité supérieure à eux qui avait dit comme, OK, on n'a pas le droit d'utiliser le réutilisable. Fait que là, il y a plusieurs personnes qui se sont basées sur ces actions-là pour faire la même chose dans leur commerce, alors qu'il n'y a pas eu de règlement à poser à ce niveau-là. Fait que là, ça a été de faire de l'éducation pour justement dire aux gens, ben non, il n'y a jamais eu de règlement qui interdit les restaurateurs, par exemple, d'accepter les tasses réutilisables des gens. Il faut juste s'assurer de manipuler les outils de façon sécuritaire. Donc, un remplissage sans contact, c'est possible. On demande aux clients de déposer sa tasse sur le comptoir de service, en même place où il met sa carte de crédit, par exemple, puis son argent. La personne ouvre le couvercle, on lui verse son café à l'intérieur, puis la personne referme, puis le barista n'a jamais touché au contenant de la personne. C'est tellement simple. C'est tellement simple à faire. Moi, ça fait partie des choses que j'ai jamais compris. Je me dis, OK, pourquoi est-ce que je peux mettre ma carte de crédit là, mais que ma tasse, vous avez peur? Ça devenait tous les contenants réutilisables au début de la COVID, puis même encore aujourd'hui, là, on est sorti de là-dedans, etc. On est encore dans cette situation-là où on doit encore faire de l'éducation, non seulement auprès des commerçants, mais auprès je pense même que les citoyens, dans le dernier sondage, il y avait 63% des citoyens qui disaient encore avoir peur de l'usage du réutilisable dans les commerces. Oui, bien, c'est sûr que les citoyens, ben là aussi, eux, ils ont comme dit, ah, OK, c'est vrai que c'est dangereux. Tu sais, ils ont pris un peu la même information que les grandes chaînes ont pu diffuser. Puis même après ça, même quand les gens se disaient comme « Ah, ben là, j'ai emmené ma tasse réutilisable », mais là, ils étaient gênés. Les personnes, tu sais, c'est comme « Ah, je vais imposer ma tasse réutilisable, puis je ne veux pas me faire regarder par la personne derrière le comptoir comme « Ah, qu'est-ce que tu fais avec ta tasse? Tu vas me venir propager la COVID dans mon... » On est revenu 10 ans en arrière, là. Vraiment, là. Ouais. Fait que ça, vous avez... Mais avec la tasse, vous avez quand même passé à travers de ça, parce qu'aujourd'hui, les restaurateurs ont recommencé à se servir de votre tasse. Ça a été quoi votre plan de match pour réussir à continuer à faire que votre idée soit utilisée? Oui, bien, il faut savoir que pendant la COVID, il y a quand même pas mal de nos restaurateurs qui ont continué à utiliser la tasse, parce qu'en plus, l'avantage de la tasse, c'est qu'elle est derrière le comptoir, est toujours assainie. Donc, là, la barista qui prend la tasse, c'est comme si elle manipulait un gobelet jetable. Là, c'est propre, il n'y a pas de manipulation externe. Fait on a une partie de nos restaurateurs qui ont continué à l'utiliser. Puis après ça, ben là, c'est comme justement un grand travail d'éducation qu'on a dû faire auprès de nos membres pour leur dire comme OK, il n'y a pas de danger, voici les trucs et astuces pour manipuler correctement la tasse ou les tasses personnelles des gens. Puis au fur et à mesure que la peur de la COVID a commencé un peu à s'atténuer, les restaurateurs ont commencé à la réutiliser. Ça s'est quand même bien fait. Oui,
Avez-vous des bris? Est-ce que vous devez faire, tu sais, comme je regarde souvent les entreprises de remplissage de boissons, puis là, c'est compliqué parce que là, il faut aller porter nos contenants dans tel type de commerce, sinon tu as la consigne publique au Québec que c'est partout. Est-ce que la tasse, c'est de la même façon ou je dois absolument aller dans le même restaurant, dans le même café pour apporter ma tasse consignée ou je peux prendre ma tasse, je m'en vais à Québec, je ramène ma tasse dans un autre restaurant associé à la tasse? Oui, bien, c'est la magie du réseau avec la tasse, avec nos 400 commerces à travers le Québec, c'est qu'on peut prendre la tasse à un point A et la ramener à un point B. Fait qu'on n'est pas obligé de la ramener à la même place qu'on l'a pris. Ah, OK. C'est vraiment le fun. Puis justement, cet été, si on part en road trip, on prend la tasse en Gaspésie, on peut la ramener à Montréal sans problème. Ah, ben regarde, ça c'est quelque chose qui est super le fun parce que souvent, la grosse crainte des gens par rapport au conteneur réutilisable, c'était le fait de je vais toujours devoir retourner à la même place. Ben non, les gens. Si vous utilisez un concept de conteneur réutilisable, comme c'est avec le cas de la tasse qui sert plusieurs cafés, là, tu disais 400, vous êtes rendu à 400 commerces au travers le Québec. Félicitations, soit dit en passant, parce que c'est quand même énorme, 400. Donc, on a 400 points de dépôt à travers le Québec présentement qui permettent de rapporter la tasse. Merci pour la référence. Garde, on a Nature Tool justement dans le chat qui est en train de sneaker partout pour trouver les trucs comme ça. Je trouve ça bien. Hey, ça, c'est le fun. Non, mais ça, moi, j'aime ça, ces affaires-là. J'aime ça que les gens découvrent des belles affaires de même. Parce que oui, les gens, malheureusement, le circuit zéro déchet est fermé, mais la vague a quand même une belle liste de commerces. Justement, 400, c'est énorme. Félicitations. Principal défi pendant la pandémie. Ah, là, on en a parlé, on en a vu. Il y a eu la reprise au niveau des commerces locaux, ça s'est bien passé. Là, j'ai vu dernièrement que vous êtes en train de partir un projet qui s'appelle La Boîte. Oui, oui. En fait, on est en train de tester le concept de la boîte dans 3 MRC au Québec. Donc, on est dans MRC Le Binière, MRC Roussillon, puis dans le quartier La Chine à Montréal. Fait que la boîte, j'appelle, c'est comme la petite sœur de la tasse. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est un contenant consigné pour les repas à emporter. Donc là, maintenant, en plus de pouvoir prendre son café pour emporter dans une tasse consignée, c'est possible de prendre son sandwich dans un contenant consigné. Donc, avoir un repas complet pour emporter zéro déchet. Fait que là, vous voyez des images actuellement. La boîte, est-ce qu'elle est faite dans le même matériau? Là, on a été voir le verre. Oui, bien là, en fait, on est en période test, fait qu'on teste plusieurs types de matières. Puis, parce qu'il faut, dans le fond, il faut savoir qu'avec la boîte, ben là, tout le marché mondial là, des contenants consignés, il n'est pas très développé en ce moment. Okay. Parce que, tu sais, on se dit comme, ben, tu sais, quand je vais chez Ikea, là, j'en vois plein de sortes de boîtes, là, des Tupperware à pu finir. Sauf que on ne peut pas avoir ces mêmes plats-là dans un système en réseau. Parce que, tu sais, c'est bien beau chez nous. Oui, on a le temps de comme, enlever le petit seal, là, par exemple, qu'on retrouve dans nos contenants. On peut aller frotter bien tranquillement là, tous les raccoins de notre boîte à lunch. Sauf que c'est pas réaliste dans un réseau. Là. On a besoin que nos commerçants puissent mettre ça au lave-vaisselle et que ça se lave facilement. Puis c'est la même chose aussi, c'est comme des fois on a genre nos vieux Tupperware avec un petit peu de rouge dessus, parce que notre sauce à spaghetti elle a taché, mais ça ne nous dérange pas, c'est notre boîte à nous, c'est notre contenant. Sauf que dans un système en réseau, je pense pas que ça intéresse les gens trop de voir des contenants tachés, tout égratignés. Donc là, on doit avoir quelque chose qui est solide, qui ne s'égratigne pas avec les coups de fourchette et de couteau, qui ne se tache pas. Donc ça fait plusieurs critères à vérifier là, pour s'assurer. Fait que là, c'est pour ça qu'on teste plein de matières pour qu'est-ce qui est le plus résistant, qu'est-ce qui va au micro-ondes, qu'est-ce qui va au congélateur. Fait que c'est encore plus vaste que juste une utilisation comme avec la tasse là, qui était plus restreint. Les boissons, c'était plus facile un peu. Là. Puis en plus, selon les normes du MAPAC, on n'a pas le droit d'apporter auprès d'un commerçant un contenant qui est égratigné, altéré, taché. Donc, dès l'instant où votre contenant devient dans une de ces 3 états-là que je viens de nommer, techniquement, le commerçant est censé vous le refuser. Donc, ça vous pose vraiment un défi supplémentaire parce que là, non seulement vous avez la durabilité à vérifier, vous avez également la matière pour s'assurer qu'elle ne s'altère pas avec le temps, qu'elle résiste, comme tu dis, froid, chaud, les intempéries, etc. Il faut qu'elle soit légère, il faut qu'elle soit transportable. Et si je peux me permettre, on a des formats aussi à gérer par rapport à tout ça. On a beaucoup de formats à gérer parce qu'on s'entend qu'on est habitué d'aller au restaurant, d'avoir, quand on prend un repas pour emporter,
d'avoir un bol format pour la soupe, un bol en, je sais pas moi, tu sais, un casson en triangle pour nos petites sandwichs aux œufs. Tu sais, c'est comme, les formats sont vraiment vastes. Puis, dans le monde de la restauration, c'est habitué justement d'avoir un format pour chaque type de contenu. Sauf que là, ben, c'est pas le cas là, avec le réutilisable. Mhm. Il y a pas un vaste éventail de choix pour ça. Donc, on doit autant nous s'habituer en tant que consommateur de se dire, ah, OK, ben là, peut-être que je vais avoir des plats qui ne sont pas 100% adaptés à mon format, à mon sandwich, par exemple, ou à ma soupe. Puis de l'autre côté, ben, les restaurateurs aussi doivent s'habituer comme dire, ah, ben là, OK, là, j'ai pas de format pour faire entrer cette recette-là à l'intérieur. Comment je peux genre, changer ma recette pour qu'elle soit bien présentable dans le contenant puis qu'elle puisse fitter dans le même type de contenant, là. C'est vraiment ça la complexité de cette façon de vivre-là. Mais pour nous, comme citoyens, cette action individuelle-là implique pas grand-chose, dans le sens que oui, tu dois amener tes contenants, trouver celui qui te convient. Mais dans un système de réseau, comme c'est le cas de qu'est-ce que vous essayez de faire, c'est vraiment une logistique qui est incroyable. Puis moi, je vous lève votre chapeau parce que je trouve ça vraiment, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire. Puis un seul être humain, là, je pense que vous êtes quand même une pas pire équipe là-dedans. Là. Vous n'êtes pas tout seul, une chance, hein? Parce Ouais, que non, ça, c'est parce que aussi, il y a des consignes, c'est consigné, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire combien ça coûte, par exemple, présentement, je voyais 7 $ pour la boîte de consignes. ouais, la boîte est à 7 en ce moment dans le projet pilote. On va voir si le prix peut rester le même quand on va la lancer à travers le Québec. Fait que ça aussi, c'est un enjeu parce que, tu sais, on veut quelque chose qui est accessible là, à tout le monde, mais en même temps, ben, on ne peut pas non plus faire de la perte. Il faut couvrir le coût de ces contenants-là. Euh, donc, c'est des enjeux qu'on doit jouer avec, là. Ouais. Ça devient vraiment, il y en a, il y en a des enjeux. Fait que souvent, tu sais, quand on parle de politique, quand on parle de politique environnementale puis d'implication comme ça, qui est en lien direct avec l'économie aussi, on se le cachera pas, on a tendance à voir les gens, ils disent, ben, ils ont rien qu'à faire ça. Mais on vient d'en parler depuis 30 minutes, puis on réalise qu'on peut pas juste faire ça. Il y a tellement de paramètres à prendre en considération. Puis là, on parle d'une tasse, on a parlé d'une boîte, on parle d'un réseau. Imagine, tu sais, je crois qu'on doit comprendre que ça prend des gens pour faire ça. Puis, en tout cas, je trouve que je pense qu'on doit s'impliquer plus pour comprendre puis avoir une certaine patience. Puis si on n'est pas patient, ben, est-ce qu'on peut offrir nos solutions en tant que citoyen? Est-ce qu'on peut s'impliquer dans des projets comme ça? Par exemple, c'est un OSBL. Est-ce que les gens peuvent s'impliquer s'ils souhaitent aider l'OSBL? Ben oui, on a une super belle équipe de bénévoles qui nous aident. Puis justement, sans les bénévoles, depuis le début, ben, la vague ne serait pas ce qu'elle est. Puis probablement qu'elle n'existerait pas, là. Tu sais, on s'entend au tout début, là, les propriétaires de cafés qui se sont impliqués, puis les citoyens, c'était 100% bénévole. Ils géraient leur café à côté, puis en même temps, ils devaient gérer une campagne de sociofinancement. C'était fou, là. Donc, c'est vraiment grâce à eux qu'on est là en ce moment, là. Là, j'ai vu ça, là, vous parlez d'une équipe bénévole, mais là, j'ai entendu oui dire également à travers les branches, il y a un petit oiseau qui m'a parlé, puis qui m'a dit que vous essayez d'approcher les bannières, mais qu'il y avait un gros blocage avec les bannières parce que, justement, les formats ne sont pas standardisés ou ils voudraient avoir des formats avec leur logo. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Ouais, ben les bannières, c'est que ben, eux, des fois, ils ont des règlements. Tu sais, il peut y avoir comme des propriétaires franchisés qui sont individuels, comme ils voudraient peut-être avoir la tasse, mais que l'instance au-dessus d'eux, tu sais, c'est comme plus standardiser les processus, fait qu'ils ne peuvent pas acquérir des produits qui viennent de l'extérieur qui ne sont pas fournis par la chaîne. Fait que ça, c'est un premier défi. Il y a l'autre défi aussi que, ben, bon, l'image de marque des entreprises. Mais ce que les grandes chaînes actuellement, ce qu'ils essaient de développer, c'est plus leur propre contenant consigné qui serait juste à eux. Fait que dans d'autres, comme par exemple, quand on passe à Starbucks aux États-Unis, sont en train de tester dans certaines villes leur propre concept de contenant consigné avec leur logo et tout. Puis eux aussi, ben, ils peuvent se permettre d'avoir des économies d'échelle beaucoup plus grandes, là. Donc, Mhm. leurs contenants sont moins dispendieux que les nôtres. Euh, Fait que, tu sais, je me dis tant mieux là, si eux, ils commencent à rentrer, parce que nous, c'est ça, on n'a pas vraiment réussi à atteindre ces chaînes-là. Ben, s'ils commencent, est-ce qu'eux aussi se rendent compte que finalement, la vraie solution, c'est le réutilisable?
Donc, ils commencent leur transition comme ça, avec leur propre contenant, puis tant mieux. On veut juste que le plus de gens optent pour le réutilisable, fait qu'ils le fassent de leur côté avec leur truc. Pourquoi pas? C'est sûr que c'est le fun d'avoir un concept un peu comme la tasse qui est disponible à travers plein de commerces différents. Donc, on n'a pas besoin de retourner dans une chaîne spécifique ou dans un endroit spécifique. C'est plus pratique pour les consommateurs, mais c'est une façon pour les grandes chaînes de fidéliser leur clientèle. Là. Donc, Ouais, la fameuse fidélisation des clientèles. Moi, la seule chose que j'espère, c'est que si ces entreprises-là s'en vont vers le réutilisable, ils commenceront pas à faire ce qu'ils ont fait, par exemple, sans nommer une certaine compagnie de thé, à chaque saison sortir un contenant réutilisable. Parce que là, on tombe plus dans l'éthique, le réutilisable, le zéro déchet, l'aspect écologique. Là, on tombe dans le marketing, le greenwashing. Puis c'est là que ça devient vraiment... écoute, ça prend plus de matière pour créer un contenant que le contenant jetable lui-même. Fait qu'à un moment donné, c'est ça, il faut faire attention. C'est un peu comme les sacs de plastique à l'épicerie que là, finalement, dans certaines chaînes, les gens finissent par acheter toujours des sacs réutilisables à chaque fois qu'ils font une visite, sauf que on s'entend que le sac réutilisable, il prend beaucoup plus de matière que le sac jetable. Donc là, c'est pas tant plus écologique. Donc, mhm. il faut faire attention à ne pas tomber de l'autre côté. Là. Ben non, c'est ça. Puis fun fact, les gens, quand vous achetez un sac quand vous achetez un sac en coton, je crois qu'il faut le réutiliser 3450 fois avant qu'il y ait un impact zéro. Me semble que c'est un chiffre épouvantable versus le sac de plastique que c'était 45 fois d'utilisation ou un truc comme ça. Puis c'est là que ça nous a fait réaliser, à ta peu, là, ça n'a juste aucun bon sens. Donc, il faut faire attention. Le réutilisable, c'est une bonne solution, mais il faut bien l'utiliser. Il faut que le concept soit adéquat, le matériau soit efficace aussi. Puis, il ne faut pas abuser dans l'utilisation parce que souvent, c'est ça que les gens font. Ils commencent un mode de vie zéro déchet, puis finalement, hey, on rachète tout en neuf! Donc ça, c'est un problème. Je voyais que vous aviez envie d'étendre aussi le projet de la tasse à une plus grande échelle. On parle au Québec. Est-ce que vous avez commencé à envisager Nouveau-Brunswick, de la Madeleine, Terre-Neuve, reste du Ouais, Canada? en fait, oui, on veut étendre notre réseau au Québec, on veut avoir plus de points de dépôt, mais pour le moment, puis ce qu'on fait à la vague, c'est vraiment, on reste dans notre localité, on reste au Québec, parce qu'on pense que c'est important, parce que, tu sais, justement, quand on est sur un territoire local, on comprend bien les enjeux, les dynamiques, Mhm. justement, on peut éviter les fausses bonnes idées, là, tu sais, un peu comme le compost, là, peut-être que les objets compostables, peut-être que la personne qui a inventé ça à l'origine, elle avait vraiment une bonne idée, puis c'était vraiment efficace où qu'elle se trouvait, mais une fois que c'est mondialisé, ça ne fonctionne pas partout de la même Non, façon, c'est puis ça. son impact n'est pas bon. Fait pour l'instant, à la tasse, avec la vague, on se concentre sur le Québec. Puis nous, ce qu'on veut faire, c'est que, parce que tu sais, il y a plein d'autres systèmes là, de consignes qui existent à travers le Canada. Nous, ça nous fait plaisir d'aider les autres projets à l'extérieur. Il y a des gens qui viennent nous voir, OK, c'est quoi les défis que vous avez eus, c'est quoi les conseils que vous avez pour nous. Puis nous, on accompagne ces personnes-là qui comprennent justement super bien les enjeux locaux, qui ont des contacts, qui ont un beau réseau avec les commerçants, les citoyens. Donc, on aide les gens à l'extérieur, puis on se concentre sur le Québec pour le moment. D'accord. Donc, on se limite au Québec. De toute façon, le Québec, c'est beaucoup. Il y a beaucoup de commerce, beaucoup de Oui. sensibilisation, beaucoup d'éducation, notamment au niveau de nos gouvernements. On ne se le cachera pas. Hein? Eh, monsieur. Sinon, la vague participe également, tu viens justement d'en glisser un mot, nombreux projets pour promouvoir le mouvement zéro déchet. Notamment, j'ai travaillé avec ta collègue pour le projet du guide pour l'usage Oui. des contenants réutilisables. Est-ce que tu veux nous en glisser un mot de tous les projets que la tasse participe, outre, ben Ouais. pas la tasse, la vague, pardon, parce que dans La ce cas-là, vague. c'est la vague, c'est pas la tasse. Là. Oui, ben justement, on était sur la table là, de concertation sur la réduction à la source avec le guide là, des bonnes pratiques alimentaires, justement, parce qu'on voulait pendant la COVID euh, avoir un guide qui était facilement utilisable pour les commerçants pour qu'ils puissent avoir des bons conseils puis une façon simple là, de se dire, OK, comment que je peux gérer les contenants réutilisables? Puis c'est aussi COVID, pas COVID, on s'entend que ces bonnes pratiques-là Ben non, c'est sont ça, c'est tout le en tout temps. temps. Puis il faut toujours avoir, avoir une manipulation sanitaire, des trucs, que ce soit COVID, pas COVID. Donc, on s'est impliqué à ce niveau-là, justement, avec le circuit zéro déchet, l'Association québécoise zéro déchet, puis INSTA. Puis, ben, on travaille aussi sur plein d'autres projets. Comme actuellement, à travers le Canada, une association, c'est Reuse Refill Canada, qui a pour but justement de comme
essayer de rassembler tout le monde, parce que là, tu sais, il y a plein d'initiatives qui partent un peu partout. Mhm. Puis on a tous un peu les mêmes besoins, les mêmes difficultés. Fait que pourquoi pas se rassembler ensemble et pouvoir se partager des ressources, des conseils pour faciliter justement la transition vers le réutilisable. Donc, on travaille avec eux, là, ça c'est au niveau plus canadien. Puis sinon, ben, la même chose à Montréal, là, il y a le GUTA, c'est le guichet unique pour la transition alimentaire. OK. Ça se veut comme un guichet, un site web avec des ressources, des conseils pour les restaurateurs, restauratrices qui veulent justement entamer une transition écologique. Donc, OK, bon, ben, gestion des matières résiduelles, alimentation végétale, réduire le gaspillage alimentaire. Donc là, nous, on travaille justement à titre d'expert pour savoir comme, OK, c'est quoi les critères ou les choses que les gens doivent faire attention. Donc, on travaille avec eux à ce niveau-là. Vous avez une équipe à travers de ça qui s'occupe de ça ou vraiment tout le monde porte tous les chapeaux? Non, ben, c'est pas tout le monde à l'interne qui porte tous les chapeaux. Justement, ben, Aurore, la cofondatrice, elle qui est beaucoup plus spécialisée dans la gestion des matières résiduelles, elle va justement aller aider, par exemple, justement, le GUTA ou aller travailler avec l'Association canadienne là, sur le réutilisable. Donc, c'est un peu plus Aurore qui travaille là-dessus sur ces questions qui sont un peu plus, je dirais, scientifiques là, au niveau de la gestion des matières résiduelles. Il y a beaucoup, il y a beaucoup de chemin à faire, il y a beaucoup de métiers, tu sais, parce qu'on entend souvent parler de développement durable, mais quand on regarde l'arbre généalogique ou l'arbre, je sais pas comment on appelle ça dans les métiers, là, mais l'arbre, on va appeler ça un arbre, hein? De toutes les sous-branches, sous-catégories pour réussir à en venir à un résultat pour l'implication d'un projet, c'est énorme. Vraiment, on porte plusieurs chapeaux, autant de chapeaux plus scientifiques que développement des affaires, gestion d'entreprise. C'est assez vaste comme milieu. Puis surtout quand on est dans une petite OBNL, dans une start-up, il faut être capable d'être porter plusieurs chapeaux, puis être une journée comptable, une journée designer graphique, puis une autre Ouais, journée c'est ça. offrir des conseils sur l'approvisionnement éco-responsable. Question par rapport à ça, puis c'est une observation personnelle. Il semblerait du moins, je pourrais vous donner les chiffres, mais je les ai pas à portée de main. Les femmes représentent majoritairement encore dans ces métiers-là, ils sont vraiment mises à l'avant, ils sont très présentes dans ces métiers-là. Est-ce que tu as observé ça de ton côté aussi? Oui, c'est vrai qu'on a comme l'impression que les femmes sont un peu plus impliquées dans le milieu de l'environnement, là. Fait que oui, moi non plus, je n'ai pas de statistiques ou de faits sur ça, mais c'est un sentiment là, qui me donne l'impression, ben, justement, quand je travaille avec les gens, j'ai l'impression d'avoir plus des collègues féminines pour le moment dans le milieu quand on travaille avec des partenaires, etc., que masculins. Ouais. OK, fait que c'est vraiment une observation que tu as faite sur le terrain. Parce que c'est ça que je trouve particulier, c'est qu'on dirait qu'on associe la mère terre à la mère femme. Et là, on voit ça, là, je lisais des livres sur le sujet aussi, je me suis dit, mais où sont les hommes? Ouais. Où vous êtes, monsieur? Puis là, il y en a qui ont dit, ben oui, mais nous, on est en train de faire des autos électriques. D'accord. Donc, principalement de ce que j'ai observé, ils sont plus au niveau des technologies, mais quand même, on en a de plus en plus. J'ai des collègues d'ailleurs, on parle de Éric Ménard qui est déjà venu sur le podcast, qui lui s'occupe de la réduction du gaspillage alimentaire. On a Rob Greenfield également qui fait la promotion de ça. Donc, il y en a. Inquiétez-vous pas, messieurs. Mais c'est vrai que vous allez voir beaucoup de visages féminins lorsque vous allez travailler dans ce milieu-là, surtout dans la réduction à la source, plus que dans la gestion des matières résiduelles nécessairement, là, quand on parle du technique. Là. Mais oui, vous allez voir beaucoup de petits visages féminins et de petites madames qui se battent pour la planète avec des petites pancartes vertes. J'ose m'exprimer ainsi. Audrey, est-ce qu'il y a d'autres projets que la tasse est en train de planifier, faire ou qu'elle aimerait mettre de l'avant? Oui, ben, on travaille sur le projet du mort de café. En fait, le mort de café, la matière qui reste une fois qu'on a préparé notre café, c'est quelque chose qui est produit en quantité industrielle chez nos membres. OK, ben oui. C'est une matière qui est intéressante, là, parce qu'on s'entend qu'elle elle peut être facilement rester pure là, chez nos commerçants qui ont juste un bac pour déposer leur mort de café. Puis là, oui, on en souvent là, sur les blogs zéro déchet, par exemple, on peut voir des recettes d'exfoliants au mort de café, faire du savon au mort de café, mettre le mort de café dans ses plantes.
c'est des super initiatives. C'est bon pour nous à la maison, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire avec notre monde de café. Mais le volume qui est produit par nos membres est incroyable. Ben oui. Donc, on n'aura pas une débouchée assez suffisante. Il n'y aura pas assez de monde qui vont s'exfolier l'usage du monde de café en plus le revaloriser en quantité intéressante. Donc, on cherche des débouchés beaucoup plus industriels avec notre monde de café pour justement revaloriser cette matière-là probablement qui laisse croire qu'il y a quand même pas mal plein d'utilisations qu'on pourrait faire de façon beaucoup plus industrielle, l'utiliser vraiment en quantité importante. Donc, des briques, moi, de ce que j'ai vu, ça peut faire des briques. Ça peut faire également comme pour remplacer le calcaire sur les autoroutes en hiver. Oui. Donc, ça fait toute partie. Est-ce que c'est des plans qui ont été envisagés par l'entreprise? Par l'OSBL, pardon? Oui, bien là, on a mandaté des experts justement pour qu'ils cherchent les débouchés là, industriels de la matière. Donc, on est en train d'analyser ça, parce qu'il faut savoir que cette matière-là, ben, il y a encore de la logistique là, à faire. Comme il faut aller le chercher. Il faut aller chercher chez nos membres, là, ce café-là, ce mort de café. Puis en plus, ben, c'est une matière organique qui s'est fait transformer. Fait que là, elle ne peut pas rester là chez nos membres trop longtemps, parce qu'après ça, ben, c'est de la matière organique, là, donc ça ne va pas sentir bon dans le café s'ils gardent ça pendant 3 semaines. Là, donc, non, c'est ça. On doit s'assurer de ramasser ça assez rapidement. C'est une matière qui est hyper lourde aussi à ramasser. Donc, effectivement, plusieurs enjeux de logistique à ce niveau-là. Puis après ça, ben, c'est qu'est-ce qu'on peut en faire là, pour le revaloriser. Là. Fait que vous avez besoin de vos politiciens, vous avez besoin d'aller cogner à des portes. Audrey, elle travaille là-dessus? Ah, c'est plus Aurore qui travaille là-dessus. Aurore travaille là-dessus, oui, c'est ça. Ouais. C'est Aurore qui travaille là-dessus. Aurore, elle va cogner à toutes les portes, puis elle dit « Hey, excuse-moi, on a un projet, puis je veux que tu m'écoutes. » À date, comment ça va? Ben là, c'est ça va. Ben non, justement, là, on est juste en train, une fois qu'on va pouvoir savoir ce qu'on peut faire techniquement avec le mort de café, ben là, on va pouvoir aller cogner à des portes, justement, puis leur dire qu'est-ce qu'on a de besoin. Parce que là, en ce moment, c'est un peu flou, là, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette matière-là. Yeah. Donc, on a besoin d'une demande claire, puis après ça, là, on va pouvoir aller cogner à des portes. Présentement, est-ce que vous avez une campagne de sociofinancement qui est active pour les recherches scientifiques par rapport à ce nouveau projet-là de réduction? Non, pour l'instant, il n'y a pas de campagne de sociofinancement qui est en action, là. Donc, ça prend une campagne de sociofinancement. Ça viendra, là. On serait dû pour partir une nouvelle campagne de sociofinancement. Okay. Ça fait longtemps qu'on a fini la note sur la tasse, pourquoi pas? Ben oui, ça pourrait être une bonne idée. Partez une campagne de sociofinancement pour des recherches scientifiques en lien avec le Mac de café. Puis après ça, parce que oui, il manque beaucoup de financement dans le domaine de la science pour ces choses-là. Fait que... on vous demande votre générosité. Vous avez besoin de faire point d'exclamation au podcast, les amis, dans le chat. Si ça vous tente d'aller en apprendre un peu plus sur les différents projets de la vague, si ça vous tente d'utiliser le concept de la vague aussi dans votre entourage. Donc, présentement, tu disais Merci Roussillon, tu disais Cartier, la Chine, puis l'autre, c'était la MRC2? Lobinière. Lobinière. Donc ça, c'est pour la boîte. Sinon, vous avez 400 commerces au travers du Québec qui utilisent déjà le concept de la tasse. Donc, si vous êtes sur un road trip puis que vous n'avez pas envie de traîner votre tasse personnelle, vous avez la possibilité d'en prendre une dans un petit café de quartier et ensuite la ramener en Gaspésie. Si jamais c'est ça votre projet. Donc, Audrey, je crois que ça fait le tour de la question. Donc, j'aimerais te remercier d'être venue au podcast À tête dans les poubelles. Donc, merci pour l'invitation. As-tu un petit mot de la fin pour nous? Un petit mot de la fin, je dirais que, on est en mode transition en ce moment. C'est une transition écologique qu'on entame, puis que chaque geste compte. Le but, c'est, on essaie de faire de notre mieux, puis il faut pas avoir peur aussi d'être imparfait. Des fois, on peut faire des mauvais choix, des mauvaises décisions que finalement, c'était pas une bonne idée. Mais il faut l'essayer, il faut se remettre en question, puis essayer de voir aussi, de se remettre toujours dans une perspective locale. Justement, comme par exemple le compostage, se dire, OK, bien moi, localement, qu'est-ce qui se passe avec le compost? Fait que c'est toujours de se remettre localement, qu'est-ce qui se passe avec un objet ou quelque chose qu'on pense que c'est bon ailleurs, mais ici, c'est peut-être pas bon. Fait que vraiment se remettre toujours dans une perspective locale quand on essaie de faire une transition écologique, là, je pense que c'est une des bonnes clés là, pour... Ou d'amener un nouveau projet, de toujours voir localement. Puis c'est pas juste au Québec, hein, c'est peut-être même dans votre municipalité ou dans votre MRC aussi. Oui. Super. Je te remercie beaucoup, Audrey. Je vais te laisser là-dessus, puis moi, je vais retourner à mes trucs. Puis toi aussi?
Ben, merci beaucoup. Fait que les gens, n'hésitez pas à aller voir le projet La Tasse et le projet La Boîte qui sont faits avec l'organisme La Vague. Un grand merci à notre invité, puis je te souhaite une agréable journée. Merci. Bye bye.